Bonjour et bienvenue dans Mise à jour, une production lesspeakers.com. Jamais vous n'auriez eu l'occasion de les croiser dans la vraie vie. Mise à jour vous offre l'opportunité de découvrir des femmes et des hommes au parcours hors norme. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Votre inspiration. Vous allez découvrir des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Votre mise à jour démarre maintenant avec Domitille Kiger, champion du monde de parachutisme en free fly, une discipline très particulière qu'on va expliquer. Domitille est également conférencière. Bonjour Domitille. Bonjour Christian. Alors qu'est-ce qui fait qu'un jour, en étant saine d'esprit, on décide de sauter d'un avion en parfait état de marche? Alors je te remercie d'assumer que je suis saine d'esprit au départ. C'est une idée, une lubie même qui m'a pris très tôt. J'avais 12 ans la première fois que j'ai demandé à mes parents si je pouvais essayer de sauter en parachute. Alors mes parents n'y connaissant absolument rien et ne sachant pas que c'était pas possible à cet âge-là, m'ont emmené sur un centre de parachutisme et là on m'a dit que j'étais trop petite et qu'il fallait revenir à 15 ans. Et ce désir-là, il est né d'une question posée par ma maman qui m'a demandé cet été-là si j'avais envie d'essayer quelque chose, une nouvelle activité sportive. Moi, à l'époque, je faisais beaucoup d'équitation. Donc j'avais l'impression, du haut de mes 12 ans, de maîtriser l'élément terre. Et j'ai eu envie, au moment où cette question m'a été posée, d'explorer l'eau et l'air. Et alors les sports qui me sont venus en tête à ce moment-là, ça a été la plongée sous-marine pour l'eau et le parachutisme pour l'air. Alors pourquoi ces deux sports alors qu'il y en a plein d'autres, des sports d'eau et d'air? Je pense qu'il y a un rapport au contact direct avec l'élément. En plongée, on est complètement immergé. Dans le parachutisme, c'est la même chose. On n'est pas dans un cockpit, on est sous une voile au bout d'un moment, mais il y a cette première phase de chute libre où on est complètement immergé dans l'élément. Et je pense que j'avais envie de ce contact direct. Alors à un moment, tu as choisi l'air plutôt que l'eau. Ça s'est passé quand et comment? Alors j'ai été obligée de choisir l'eau d'abord, vu qu'à 12 ans on pouvait pas faire du parachutisme, mais on pouvait faire de la plongée. Donc j'en ai fait pendant 3 saisons et quand enfin j'ai eu 15 ans, après avoir continué à tonner mes parents, ils m'ont offert un tandem. Et là ça a été une révélation. Déjà parce que je l'avais vraiment longtemps attendu, donc j'avais cette curiosité et ce désir exacerbé par l'attente, et parce que j'ai absolument adoré tout ce que j'y ai trouvé. À la fois en termes de sensations, la peur avant qui monte et qui se transforme en une explosion de joie à partir du moment où on est en l'air, et puis la communauté que j'ai découvert. Moi j'étais une gamine qui avait pas beaucoup de copains, j'étais pas la fille la plus populaire à l'époque, à l'école, et là j'ai découvert un groupe de gens qui avaient un sourire jusqu'aux oreilles, qui avaient l'air heureux d'être là, qui partageaient quelque chose et qui étaient reliés par ce point commun un peu improbable, mais cette intensité et ce plaisir. Et je me suis dit, ça c'est ma tribu, moi je veux traîner avec eux. Alors cette tribu, elle t'a fait progresser puisque tu es devenue championne du monde de free fly. Bon, on ne sait pas ce que c'est que le free fly et comment on organise un championnat. Alors, le free fly, c'est une discipline artistique du parachutisme sportif. Donc c'est un petit peu comme du patinage artistique, mais en l'air, au lieu d'être sur de la glace. C'est en équipe de 3 personnes, on a 2 performeurs et 1 vidéoman, et le job du vidéoman est très important, il fait partie intégrante de l'équipe, parce que ce sont ces images qui vont être amenées aux juges. On n'a pas des juges qui sautent en même temps que nous pour nous regarder faire. On a donc 2 types de sauts, des libres et des imposés. Il y a 5 sauts de libre et 2 sauts d'imposés, 7 sauts au total dans une compétition. Les imposés, comme en patinage artistique, on a des moves particuliers à faire et on va être noté sur la précision avec lesquelles on les réalise. Et le libre, c'est une chorégraphie. Donc là, on est jugé sur les mérites artistiques de ce qu'on propose. Est-ce que c'est beau à regarder? Est-ce que c'est synchronisé? Est-ce que c'est créatif? Est-ce que c'est nouveau? On a une note technique. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les moves qu'on a choisis et l'enchaînement qu'on a décidé de faire est compliqué à réaliser? Et on a une note de réalisation. Parce que c'est pas le tout d'avoir un programme sur le papier très beau et très difficile. Si t'arrives pas à le voler, tu gagnes pas une super note. Si tu n'arrives pas à le voler. Ça, c'est une expression qui vous appartient à vous tous. Hein. Alors, je crois que c'est compréhensible. Oui, je pense, oui. Tu as volé des records, puisque tu organises maintenant des records de grandes formations au-delà de 50. Comment on met ça en place? Ouais, alors les records de grande formation, ça a vraiment été mon deuxième amour dans le parachutisme. Après des années de compétition, à rechercher, je pense,
des raisons peut-être un peu plus égoïstes d'excellence qui ont été extrêmement formateurs, hein. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur la vie dans ces années-là. Mais une fois que ces coches-là ont été cochées, j'avais envie de faire quelque chose qui me permette de partager cette notion d'excellence et d'emmener avec moi plus de gens. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'organisation des records. Alors, la grande formation, ça consiste à réaliser une figure accrochée les uns aux autres avec le plus grand nombre possible de personnes. Les plus grosses tentatives qu'on a réalisées, on est monté jusqu'à 200 personnes, qui n'a jamais complètement accroché, donc ça n'a pas été validé. Mais voilà, ça part de 9 avions différents, donc ce sont des logistiques extrêmement complexes. Et d'un point de vue leadership, c'est absolument passionnant. Et moi qui suis issue d'une formation en sciences sociales, j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne, et ensuite je me suis enfuie avec le cirque aérien et j'ai vécu une vie de professionnel du parachutisme. Je me suis rendu compte, en portant un regard a posteriori sur ce que j'avais fait, qu'il y avait des leçons et des clés de leadership absolument passionnantes. Je m'en suis rendu compte parce que on me l'a dit au départ, des participants, des parachutistes qui viennent en loisir participer à ce genre d'événements et qui sont des dirigeants d'entreprise, des managers, des gens qui ont des postes à responsabilité et qui m'ont dit mais c'est incroyable là ce que vous faites, les méthodes que vous mettez en place. Tu voudrais pas venir les raconter dans nos boîtes parce qu'on aimerait bien faire passer ces messages. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est l'aspect projet d'entreprise dans ce que tu réalises? Alors, il y a l'aspect projet d'entreprise et il y a surtout l'aspect comment est-ce qu'on emmène toute une équipe à réaliser un objectif difficile. Et ça passe par plein d'étapes et c'est ce que je développe dans mes conférences, à la fois sur le côté motivation et désir de réaliser quelque chose, hein. Comment est-ce qu'on passe d'une motivation purement individuelle et égoïste, moi j'ai envie de réussir dans la vie, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'avoir du succès, à j'ai envie que le groupe réussisse. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait une différence fondamentale dans la réussite de nos records. Un record où tout le monde n'est là que pour rajouter une ligne sur son CV parachutiste, ces dernières années, ça ne fonctionne plus. Alors qu'un record où on va avoir un objectif commun, où on va se battre pour quelque chose qui nous dépasse, avec un sens plus grand que nous, c'est le cas notamment dans les records du monde féminin. Le dernier, on honorait le centenaire de l'amendement 19 de la Constitution américaine qui accordait le droit de vote aux femmes. Et l'objectif avec ce saut-là, et la médiatisation qui a été avec derrière, ça a été à la fois de rendre hommage aux femmes qui nous ont précédées et à leur combat, et en même temps d'inspirer les générations actuelles et futures à vivre des vies audacieuses et courageuses. Et quand on a cette motivation qui nous dépasse, l'envie que ce qu'on fait, ça a une conséquence sur la vie des autres, et ben ça rend les performances beaucoup plus efficaces. Domiti, puisque tu en parles, quand on saute à 6000 mètres d'altitude, hommes, femmes, même combat? Alors sur le papier, même combat. Le parachutisme, c'est un sport qui demande un minimum de conditions physiques, mais c'est pas du marathon, c'est pas de l'athlétisme à l'extrême. Les différences biologiques n'ont pas d'importance. C'est pour ça que ce sont des disciplines qui sont mixtes. Moi, le free fly, j'étais en équipe avec 2 garçons. La plupart de mes compétiteurs étaient des hommes, et c'est pas grave, parce que c'est un sport qui est plus mental. Donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais dans le cadre des records, on s'est rendu compte avec des copines à moi qui faisant ça depuis longtemps, c'est que les femmes avaient beaucoup moins d'opportunités au départ. C'était des hommes qui organisaient ces records, les records du monde à l'origine, et les femmes étaient souvent considérées comme étant un peu plus fragiles, à la fois techniquement et psychologiquement. Pas capables de tenir sous la pression, c'est quand même des sauts avec une grosse pression, il faut gérer son stress, gérer sa peur, gérer ses émotions, et donc les femmes étaient considérées comme pas suffisamment costauds pour faire ça, et donc souvent écartées, ou s'il y avait un arbitrage à faire entre un homme et une femme, c'était quasiment toujours l'homme qui était pris dans l'équipe. On s'est dit que c'était pas très juste et que ce serait intéressant de créer un contexte dans lequel les femmes puissent s'entraîner, prendre confiance en elles, monter en compétences, monter en niveau technique et ensuite les relâcher dans le grand bain, on va dire. Et finalement, les événements féminins, ils ont toujours cette vocation-là, mais ils ont pris une vie en eux-mêmes parce que c'est vraiment des moments absolument géniaux et c'est devenu presque un terreau d'expérimentation de nouvelles méthodes. Ça a été extrêmement parlant il y a quelques années, il y a 2 ans, où on a eu un record mixte et un record féminin à quelques mois d'intervalle. Le record mixte n'a pas fonctionné, le record féminin a fonctionné. Et c'est notamment via tout un tas de méthodes, une méthodologie de leadership nouvelle qui a permis d'accéder au succès dans un cas et pas dans l'autre. Et ces méthodes-là, elles font des petits. Moi, je m'en suis servi dans le record de France mixte
Et ça a extrêmement bien fonctionné, même dans un cadre d'un record avec des hommes et des femmes. Et là, on est dans la préparation du prochain record du monde mixte et déjà, on voit que les méthodes commencent à être adaptées et réutilisées. Donc c'est hyper passionnant à vivre et c'est hyper satisfaisant à créer dans le cadre de mon sport. Et c'est vraiment ça que j'essaie de partager en entreprise, donner des clés précises, raconter dans le détail comment est-ce qu'on fait, c'est quoi cette méthodologie qu'on a mis en place, à la fois pour donner un feu sacré aux participants, et en même temps très concrètement pour atteindre ses objectifs. Un mot d'auteur qui va te faire réagir. Edgar Allan Poe a dit « Les optimistes ont créé l'avion, les pessimistes le parachute ». Alors, effectivement, c'est une expression rigolote, mais moi, ça correspond pas vraiment à ma réalité. Je suis vraiment une optimiste par nature, et le parachutisme, je pense, est vécu par des gens qui ont une vraie joie de vivre, un vrai appétit de vivre. Et pour moi, c'est un des éléments extrêmement importants dans la réussite d'un projet, et c'est ça que j'essaye à la fois d'incarner et de transmettre aux gens qui viennent participer à mes événements. Et donc, c'est ça que j'essaie de transmettre en conférence aussi. À partir du moment où on a ce petit supplément d'âme, qu'on est habité par la joie, par l'optimisme, ça se ressent. Et les gens vont vous faire confiance et vont avoir envie de vous suivre. Et pour moi, ça a vraiment fait une différence dans ma pratique, à la fois sportive et de conférencière. Domiti, quelles sont les clés de compréhension de ta conférence? C'est pas mal lié à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, en entreprise, on est face à un problème d'engagement des collaborateurs très souvent et on se retrouve avec des managers qui sont dans une position où leur autorité qui leur est conférée par leur statut font que les gens sont obligés de les suivre. Or aujourd'hui, les employés, les collaborateurs, ils n'ont pas envie d'être obligés de suivre quelqu'un, ils ont envie d'avoir envie de suivre quelqu'un. Et c'est vraiment ça que j'essaie de transmettre en conférence, en racontant des histoires de grandes formations qui peuvent paraître très éloignées d'une réalité de l'entreprise. En réalité, on se rend compte qu'il y a énormément de parallèles et qu'en rajoutant ce supplément d'âme, en s'appuyant bien évidemment sur une méthodologie, sur une organisation au millimètre et sur de la technique, parce que le supplément d'âme, ça suffit pas pour accomplir un projet, il faut avoir ce socle solide d'organisation. Mais avec ce petit grain, cette petite touche supplémentaire, là on réussit à embarquer ces équipes et à accomplir des choses extraordinaires. Merci Domiti. Je t'en prie, merci. Domiti Ikiger, vous pouvez la retrouver avec sa fiche complète sur le site lesspeakers.com. Quant à moi, je vous dis à très vite pour votre prochaine mise à jour.